Ah, ben écoutez, c'est une situation complexe et c'est une situation qui divise pas mal, je dirais, le camp nationaliste québécois parce que la CAQ, oui, c'est très mou hein, comme gouvernement. Il faut pas se leurrer, là. C'est-à-dire que au niveau des seuils d'immigration, c'est très mou. Au niveau législatif, par exemple, sur l'encadrement des signes religieux ostentatoires, c'est très mou également. Au sujet, finalement, de la défense de la langue française, alors les statistiques nous disent qu'il y a une anglicisation fulgurante, notamment due à l'immigration du Québec, ben, il est très mou aussi. Donc, évidemment, c'est très mi-figue, mi-raisin, ce gouvernement. Hein, il va jamais assez loin. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que depuis 40 ans, notre vie politique était divisée entre le camp fédéraliste, le Parti libéral, qui veut toujours d'ailleurs le maintien du Québec dans le Canada, et le Parti québécois, qui était le mouvement indépendantiste. Donc, il voulait que le Québec, qui veut d'ailleurs encore toujours aujourd'hui, que le Québec devienne un pays souverain. Ce qu'a réussi à faire la CAQ, c'est finalement à assassiner ces deux partis, à assassiner cette alternance entre Parti québécois indépendantiste et Parti libéral fédéraliste. Qu'a-t-il fait pour cela? Ben, premièrement, lui-même est un ancien ministre du Parti québécois, donc c'est quelqu'un qui prônait la séparation du Québec et qui a renoncé à comment je dirais, à ses aspirations séparatistes en disant, ben écoutez, les Québécois ont voté 2 fois non au référendum en 1980 et en 1995. Il faut faire avec cette réalité que le Québec est dans le Canada. Donc moi, je suis un nationaliste autonomiste. C'est-à-dire, je ne veux pas créer de rupture constitutionnelle avec Ottawa. Je ne veux pas qu'on se lance dans des sortes de grandes crises constitutionnelles avec le fédéral, qu'on ait des référendums sur l'indépendance du Québec. Non. On est dans le Canada, mais je reste un nationaliste et je reste un autonomiste. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rapatrier le plus de pouvoir possible vers le Québec. Le plus de pouvoir possible en immigration, le plus de pouvoir possible en matière de fiscalité, le plus de pouvoir possible sur la gestion des frontières. Bon, c'est ce genre, évidemment, pour les questions linguistiques. Donc, c'est ce qui a permis à François Legault d'assassiner en quelque sorte le Parti québécois, puisque le Parti québécois qui prônait un référendum sur l'indépendance du Québec, alors qu'on sait très bien qu'un référendum sur l'indépendance serait perdant, ben, les électeurs souverainistes se sont dit, ah, voilà, on n'est plus capable de prendre le pouvoir avec le Parti québécois qui prône un référendum, donc on va voter pour la CAQ et on aura ce moindre mal qui est cette espèce d'autonomiste qui finalement négocie en quelque sorte l'appartenance au Canada. D'un autre côté, il est parvenu à assassiner le Parti libéral pour une raison assez simple, c'est qu'il a incarné la défense de l'économie. C'est-à-dire, il a recruté des gens du milieu des affaires. Lui-même est un ancien homme d'affaires. Hein, c'est des choses que vous connaissez peu en France, hein, des hommes d'affaires qui deviennent finalement qui deviennent politiciens avec succès. Vous avez plutôt des technocrates. C'est le cas au Québec. François Legault a réussi sa conversion d'homme d'affaires à politicien. Et il a finalement volé le ballon de l'économie au Parti libéral, le Parti libéral qui était le parti de l'ordre, le parti du Canada, le parti de la responsabilité fiscale face aux séparatistes irresponsables. Et il a réussi finalement à incarner la défense de ce qu'on appelle chez nous le Québec Inc., c'est-à-dire notre classe d'affaires qui finalement fonctionne comme dans une espèce de capitalisme de connivence, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que l'État s'assure de finalement faire en sorte que les grandes entreprises québécoises aient toujours des contrats publics et puissent prospérer avec des appels d'offres du gouvernement, et avec des subventions également. Donc, en assassinant, en volant, si on veut, le ballon de l'identité au Parti québécois et en volant le ballon de l'économie, de la respectabilité économique au Parti libéral, il a assassiné les deux partis. Et aujourd'hui, il se trouve dans une situation hégémonique où il domine totalement la scène politique québécoise. Vous l'avez mentionné dans le graphique que vous avez mis plus tôt à l'écran, il a eu 40% du vote. Mais il faut bien comprendre qu'avec notre système électoral, qui est le même système électoral que la Grande-Bretagne, hein, c'est le parlementarisme britannique, ça lui a donné 90 sièges sur 125. Donc, ça veut dire qu'il domine outrageusement le Parlement. Et il a une super majorité.
Tout ça pourquoi? Ben parce qu'il a réussi à réunir finalement ce que j'appelle moi le vote canadien-français, c'est-à-dire le vote des, entre guillemets, des Québécois francophones qui sont les descendants des colons français qui ont fondé la Nouvelle-France. Donc, ce vote canadien-français, à la fois certains d'entre eux plus minoritaires fédéralistes et d'autres souverainistes se sont réunis pour voter pour la coalition Avenir Québec. Donc, cette coalition, donc, d'anciens libéraux et d'anciens péquistes, hein, ce qu'on appelle des péquistes, ce sont les gens qui viennent du Parti québécois, d'anciens libéraux et d'anciens péquistes, donnent finalement, réussissent à prendre le pouvoir et à se maintenir comme étant un gouvernement qui, à la fois, a une image de respectabilité économique et en même temps, vote des lois, notamment la loi 21 sur la laïcité de l'État, qui affrontent le multiculturalisme canadien. Je rappelle quand même les choses. Au Canada anglais, dans la Constitution, depuis le rapatriement constitutionnel de 1982, je ne vais pas ici vous refaire l'histoire constitutionnelle du Canada parce que ça ne vous intéresse pas beaucoup et on endormirait votre auditoire, mais depuis 1982, c'est ça qu'il faut retenir, le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution canadienne. Donc, en fait, chaque loi qui est passée au Canada doit respecter le multiculturalisme d'État du Canada. Et ce qui a déclenché l'ire des Québécois, notamment en 2006, si je ne me trompe pas, ce qu'on a appelé chez nous la crise des accommodements raisonnables, c'est quand on s'est rendu compte que la Cour suprême du Canada obligeait les écoles du Québec à accueillir dans leurs murs les fondamentalistes religieux sikhs. Vous savez, cette espèce de religion minoritaire venue d'Inde, les sikhs, les prescriptions religieuses les obligent à porter le turban et porter un couteau, donc ils doivent porter un couteau. La Cour suprême du Canada a obligé les écoles québécoises à accepter que les jeunes fondamentalistes sikhs portent le couteau dans les écoles. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une déferlante finalement d'histoires d'accommodement raisonnable avec les juifs hassidiques, ultra-orthodoxes, avec les musulmans également. Et tout ça a comme débouché sur une espèce de crise au Québec où on s'est dit, attendez, on accueille des gens, nous-mêmes on est sécularisés, hein, on a, entre guillemets, on est une société extrêmement sécularisée, là, qui avons à partir des années 60 progressivement mis totalement l'Église à l'extérieur des institutions publiques. Je ne vous ferai pas l'histoire du Québec pour comprendre comment ça se fait que l'Église a eu un immense rôle au 19e et au 20e siècle au Québec. Il n'y a pas eu la rupture de la Révolution française chez nous, hein? Donc l'Église a eu le monopole sur l'éducation jusqu'en 1960, et à partir des années 60, c'est l'effondrement total de l'Église dans la société. Donc les Québécois, qui sont une société désormais largement sécularisée, se sont dit, attendez, on accueille des gens qui viennent de pays, disons-le, un peu à la ramasse, de pays du tiers-monde, ils viennent chez nous et ils ne s'assimilent pas. En fait, ils instrumentalisent la Constitution canadienne, le multiculturalisme, Constitution qui, je le rappelle, n'a pas été ratifiée par le Québec puisque cette Constitution ne reconnaissait pas la nation québécoise. Hein, donc, on est dans une sorte de, comment je dirais, de confrontation constitutionnelle avec le Canada depuis 1982. Donc, ces juges de la Cour suprême qui interprètent une Constitution canadienne que le Québec n'a pas signée nous imposent des accommodements raisonnables pour les immigrés fondamentalistes venus de l'autre bout de la planète. Donc, ça crée une crise politique au Québec. Le gouvernement libéral en place qui n'a rien fait, c'est-à-dire n'a pas légiféré sur la question. Et la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018 en disant, bon, ben nous, on va régler la question, on va mettre en place la laïcité de l'État. Qu'est-ce que c'est la laïcité au Québec? Ben, ça n'a rien à voir avec la laïcité française. C'est simplement l'interdiction des signes religieux pour 5 types de fonctionnaires en poste d'autorité, c'est-à-dire en gros, les juges, les procureurs de la couronne, les policiers, les gardiens de prison et, cinquièmement, et c'est ce qui a fait le plus de débat, les enseignants. Donc, on ne parle pas d'interdire les signes religieux chez les élèves. On parle d'interdire les signes religieux chez les enseignants. Eh bien, vous devinez ce qui s'est produit suite à cette loi-là. L'ensemble des lobbies juifs, musulmans et multiculturalistes se sont unis contre le Québec pour contester cette loi 21. Donc, la loi 21 est actuellement devant les tribunaux. Elle va sans doute se rendre en Cour suprême et on peut penser qu'elle va être invalidée par la Cour suprême du Canada. Ce qui va créer une crise politique au Québec. Et là, on va voir comment le gouvernement de la coalition Avenir Québec va réagir. Dans un deuxième temps, le gouvernement de François Legault a également mis en place une loi
renforçant le caractère français du Québec, la loi 96, qui finalement dit en quelque sorte que le gouvernement, après 6 mois, ne fera que communiquer en français avec les nouveaux arrivants. Et il a également utilisé finalement une espèce de, comment je dirais, une espèce de truc constitutionnel pour se soustraire à la Constitution canadienne. Cette loi, donc 96, qui renforce le caractère français du Québec, va elle aussi se retrouver devant les tribunaux et va potentiellement être invalidée par la Cour suprême. On sait également qu'il y a un projet de constitution du Québec qui est dans les cartons de la Coalition Avenir Québec et qui risque peut-être d'être mise de l'avant durant ce mandat, donc entre 2022 et 2026. Donc, il va y avoir des confrontations judiciaires, mais également politiques, avec, évidemment, Ottawa durant cette campagne électorale, durant ce mandat-ci de la Coalition Avenir Québec. Tout ça dans une ambiance électorale où la Coalition Avenir Québec a fait campagne en disant l'immigration entraîne l'anglicisation du Québec, ce qui est vrai, hein, c'est-à-dire que c'est à peu près indéniable avec les chiffres qu'on a actuellement. Ça, c'est quelque chose à comprendre aussi d'un point de vue français, c'est-à-dire que l'angoisse identitaire des Québécois passe beaucoup par la question linguistique. C'est comme une façon un peu politiquement correcte de parler de nos angoisses démographiques pour ne pas avoir l'air trop xénophobe, pour ne pas avoir l'air trop hostile, hein, pour ne pas être désigné comme des méchants fachos par les médias de masse. Les Québécois passent par l'angoisse linguistique pour parler de leur angoisse identitaire. Et donc, cette campagne électorale-là s'est jouée notamment sur le thème de l'immigration, où François Legault a fait un lien entre l'insécurité et l'immigration. Ensuite, il s'est excusé, mais tout le monde avait entendu ce qu'il avait dit. Et il a fait également un lien entre l'effondrement linguistique du français et l'immigration massive. Et les Québécois l'ont réélu, hein, malgré les cris d'orfraie finalement de la classe journalistique. Il a été largement réélu et plébiscité pour ses propos. Donc, ce gouvernement n'en fait pas assez, c'est-à-dire que les seuils d'immigration sont à peu près les mêmes qu'avant qu'ils prennent le pouvoir, 50 000 immigrants par année. Ce qui équivaut, là, pour donner des ordres de comparaison, à peu près à 4,3 migrants par 1000 habitants. Pour donner une comparaison, le Canada anglais est quant à lui à 7,3 migrants par 1000 habitants. Et les États-Unis sont à 1,8. Hein, les États-Unis de Joe Biden sont à 1,8 migrants par 1000 habitants. Et c'est un peu ce qui distingue le Québec du reste du Canada, c'est qu'au Québec, les questions démographiques et les questions d'immigration sont des thèmes électoraux. Alors qu'au Canada anglais, le dogme immigrationniste est juste indiscutable. Hein, l'actuel chef du Parti conservateur du Canada, qui pourrait remplacer Justin Trudeau en 2025, a tout de suite annoncé ses couleurs. Il a dit, moi, j'ai aucun problème avec la hausse des seuils d'immigration telle que pratiquée par Justin Trudeau. Rappelons que Justin Trudeau prend le pouvoir en 2015. Il y a 250 000 immigrants par année. Aujourd'hui, on est à 450 000 immigrants par année au Canada. Et ce dogme immigrationniste, donc d'un pays qui, je le rappelle, a inscrit le multiculturalisme dans sa constitution, n'est pas attaquable. Personne au Canada anglais ne parle d'immigration. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Québec a l'air d'être une province extrêmement identitaire et, comment je dirais, extrêmement axée sur les enjeux démographiques, alors que d'un point de vue européen, François Legault, voilà, c'est un premier ministre centriste. Donc, voilà, c'est à peu près le portrait de la situation. Les partis d'opposition sont complètement divisés entre le Parti québécois, le Parti libéral, Québec solidaire, qui sont les islamo-gauchistes, et un micro-parti qui vient d'émerger, qui s'appelle le Parti conservateur du Québec, qui est plutôt une sorte de parti libertarien, mais sans vocation identitaire. Ces partis-là ont chacun eu à peu près 500 000, un demi-million de votes. La Coalition Avenir Québec a eu 1,5 million, un peu plus d'1,5 million. Et elle domine outrageusement la vie politique québécoise dans un contexte où il y aura un affrontement idéologique avec Ottawa, donc avec le Canada anglais.
Je ne pense pas que ça débouche sur des référendums sur l'indépendance du Québec, mais il va y avoir des sortes de tensions assez fortes entre Québec et Ottawa dans les années qui viennent. Et moi, pour ma part, j'étais, je serai demain sans aucun doute toujours un séparatiste. Je pense que le Québec doit finalement assumer son destin national et fonder un État souverain. Seulement, je ne crois plus à la solution référendaire. Je pense qu'il faut passer par une sorte d'étapisme pour parvenir à cela. Et en ce sens-là, la CAQ semble donner des signes qu'elle va dans le bon sens. Par exemple, le fait de signer une constitution canadienne, d'approuver une constitution québécoise qui serait en opposition avec la constitution canadienne, ce qui fera en sorte qu'il y aurait une sorte de combat de légitimité au niveau de l'interprétation des lois par les tribunaux. Ça, c'est une genre de stratégie qui me semble positive pour le fait de continuer à construire l'État québécois et s'autonomiser le plus possible d'Ottawa, ce pays et du Canada, donc ce pays qui est en train de devenir un pays post-national, de moins en moins occidental à cause de la composition de sa population et de plus en plus radicalisé sur les enjeux transgenristes, sur les enjeux du multiculturalisme et surtout les enjeux, comment je dirais, ethno-masochistes. Voilà.